Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce lundi 3 avril 2023. Bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous matinal du lundi au vendredi pour analyser une news crypto, le marché, bien évidemment, le Bitcoin. On va commencer tout de suite les nouvelles par Arbitrum. Arbitrum qui a fait un petit couac, en tout cas un problème de communication qui aurait pu être bien pire, étant donné qu'ils ont vendu 10 millions d'ARB, donc directement du token pour financer leurs frais de fonctionnement au niveau de la fondation, sauf que le vote n'avait pas été validé par les holders, donc ça a été quand même un gros couac, sauf que la réponse d'Arbitrum, c'est que tout simplement il y a des ventes qui vont être obligées d'être effectuées parce que il n'y a pas le choix pour pouvoir financer les frais de fonctionnement et que la vente qui a été faite de ces 10 millions d'ARB tokens est obligatoire pour le financement notamment des smart contracts et des contrats de fonctionnement de la fondation, et que la fondation va devoir de temps en temps vendre des ARB sans un vote communautaire pour pouvoir subvenir à ses propres besoins. Et c'est très important de voir ça, c'est là où on voit peut-être la limite du DAO, dans lequel il y a d'un côté les holders qui ont une volonté justement de garder le prix du token, et à côté la fondation qui veut faire fonctionner, qui a besoin justement de liquider des fois une partie de sa trésorerie pour pouvoir avoir du cash, pour pouvoir dépenser. Et c'est très intéressant de voir la relation qu'il y aura entre les deux, parce que c'est une jeune communauté, et on va voir comment ça va se passer sur cette jeune communauté. On continue avec UBS qui nous annonce un licenciement massif de 36 000 personnes sur Crédit Suisse. On savait depuis le rachat de Crédit Suisse par UBS qu'il allait avoir un gros layoff, et là c'est le cas, 36 000. Je pense que c'est le premier layoff, et je pense qu'on en aura un deuxième dans 6, 9 mois, 1 an qui arrivera, parce que tout simplement on aura une fusion des service, et ça va prendre toujours un petit peu de temps. On a à côté Coinbase qui nous fait une très belle vidéo qui nous explique pourquoi la politique américaine ne fonctionne pas, et qui nous rappelle qu'il y a plein d'autres pays qui, eux, acceptent justement la crypto-monnaie et veulent être un crypto-hub, alors que les États-Unis, et notamment l'industrie Biden très ciblée, ne le souhaitent pas, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. On voit que Hong Kong est en train de transformer totalement son système économique pour absorber toutes les sociétés crypto. Il y en a un certain nombre qui commencent déjà à migrer des USA vers Hong Kong, et c'est exactement ce qu'on a déjà vécu antérieurement, où on avait une migration des sociétés qui venaient du monde entier vers Hong Kong, et du coup, c'est vrai qu'en 2019-2020, on avait vu un retour des sociétés sur la terre des USA, et là on se retrouve dans quelque chose où on retourne à Hong Kong pour pouvoir avoir une forme de protection, parce qu'il y a un impact très fort. Et c'est vrai qu'il y a une pression très très forte sur l'ensemble des crypto-monnaies. Je vous ai fait une vidéo samedi dessus, donc n'hésitez pas à aller la regarder, dans lequel on voit qu'il y a une forte pression, mais pas que sur les crypto-monnaies, parce que on se retrouve ici avec, quand on regarde CZ, donc Binance, et 3 influenceurs, qui ont du coup un procès à 1 milliard de dollars pour la promotion d'un securities qui n'était, sans le dire que c'était un securities, et sans dire qu'ils étaient payés par Binance. Donc forcément il y a un impact très très fort qui va arriver, et il y a 3 plaignants qui demandent 1 milliard de dommages et intérêts, et à savoir qu'il devrait y avoir des millions d'autres plaignants qui devraient se joindre à ce procès. Donc à suivre, parce qu'il va avoir un impact relativement fort si jamais ils sont déboutés. Ça pourrait faire une jurisprudence relativement forte au niveau des USA. Ensuite, au niveau de la macroéconomie, nous avons quoi? Nous avons déjà le PCE qui a été plus bas que prévu la semaine dernière, donc ce qui est plutôt positif. Et cette semaine, nous avons un petit peu de choses. Nous avons les PMI qui vont arriver, un lundi qui se trouve ici, l'autre qui va arriver mercredi 5 avril, et ensuite on a le chômage de mars qui va être regardé sur vendredi 7 avril. Donc on a quand même quelque chose qui va être relativement flat en termes d'actualité. Alors, oui, actualité macroéconomique, oui, par contre géopolitique, ça chauffe dur au niveau des relations entre l'OPEC et les USA, avec le rapprochement de l'OPEC sur la Russie, qui a entraîné d'ailleurs quelque chose de très fort. Bloomberg dit bien 8%, alors moi j'ai calculé 9% sur le schéma. On a bien un décrochage ici de l'US Oil, on voit bien qu'on a eu un gros gap qui s'est formé, qui a commencé ici, à 81-41 à l'ouverture, alors qu'on était à 75-72, donc on a eu un gros cash, et on est en train de ravaler une partie de combler, mais ça veut dire qu'il va avoir une forme d'inflation
possible au niveau de l'US Oil, à voir comment les relations géopolitiques vont être consolidées pour pouvoir empêcher justement une flambée de l'US Oil qui entraînerait sans nul doute un retour de l'inflation. Vous retrouverez l'ensemble des liens que je vous ai présentés sur mon Twitter dans le thread qui ira avec le lancement de cette vidéo, donc n'hésitez pas à rejoindre donc Cryptolis_Tech, vous retrouverez le lien en commentaire et en description épinglée, et on continue. Avec une nouvelle que je voulais vous faire depuis un certain temps, j'ai ouvert le parcours pédagogique que vous pouvez retrouver sur cryptolis.fr/pédagogie, dans lequel il y a 140 vidéos pour une trentaine d'heures de formation sur la blockchain analyse technique, le trading et l'investissement. Donc j'ai ouvert ça gratuitement. Pour y accéder, il faut rejoindre le Discord, se connecter au site et remplir ce petit formulaire. Et il faut avoir et utiliser un compte affilié, soit Bybit, soit Bitget, pour pouvoir justement y accéder. Et une fois que vous avez rempli ce formulaire, je passe à peu près une fois toutes les semaines pour voir en effet les nouveaux inscrits et pouvoir vous ouvrir l'accès à cette documentation, donc entièrement gratuite si vous utilisez bien évidemment un compte Bybit ou Bitget. Et ce sera l'occasion au niveau de Bybit de tester la carte de crédit. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours la demander. Donc c'est tout nouveau, c'est tout frais, c'est en train de sortir. Il va y avoir des avantages qui vont être liés sur une boutique de fidélité. On n'a pas forcément encore trop d'informations. On va suivre, étant donné que on va avoir en avril normalement l'ouverture de la boutique. Donc ce mois-ci on devrait avoir des infos. Et en T2 on aura une intégration Apple Pay et Google Pay qui devra arriver. Donc c'est logique d'avoir une carte de crédit. Tous les exchanges commencent à l'avoir. Concernant l'analyse technique, nous avons fait la clôture trimestrielle, grosse bougie, hein, on a bien clôturé, bien fort, et on s'est terminé là. Ce qui est intéressant de voir, c'est de noter tout de suite où nous nous trouvons. On se trouve ici dans cette zone-là. Beaucoup de personnes considèrent que on est dans cette schématique d'avril 2019, d'accord, avec une clôture très forte sur ce trimestre-là, qui ressemble exactement à celle-là. Donc on aurait ici un retracement structurel avant de pouvoir repartir, ce qui serait en même temps logique quand on regarde la temporalité, où on aurait avril, on aurait après un trimestre, deux trimestres, trois trimestres, quatrième trimestre avec le halving, et donc on repartirait, excusez-moi, donc un trimestre, deux trimestres, trois trimestres, un trimestre d'accélération, une temporisation sur l'halving, et ensuite on partira à la hausse. Donc beaucoup de personnes attendent en fait cette schématique avec ici cette réaccélération et un retracement qui pourrait être relativement fort, comme on a pu le voir dans cette zone-là. Bon, on est quand même très très loin, et on fait encore attention à cette notion de fractalité dans lequel on regarde le passé pour déterminer l'avenir. Ça ne fonctionne pas comme ça, on n'a pas encore assez de données pour avoir des statistiques claires, donc on prend du recul. Nous sommes en weekly. Nous avons vu que nous avons clôturé donc quand même une semaine qui a été relativement compressée, première, deuxième semaine, donc je pense qu'on va repartir encore soit sur une troisième semaine de compression, soit on risque d'aller retracer. Quand on regarde un petit peu la schématique d'accumulation qu'on a eue, nous avons fait la rupture de l'AR et nous avons une grosse partie d'imbalance, donc on a deux zones qui sont intéressantes. Nous avons la zone de retest ici du breakout, et nous avons la zone d'imbalance où on comblerait justement une grosse partie de cette bougie là pour aller retester les 22 800 ici, dans lequel on pourra avoir un rebond. Première possibilité. Deuxième possibilité, quand on regarde justement en weekly, ça nous paraît assez clair structurellement. D'ailleurs, si on regarde rapidement en Ichimoku, on voit que on est en train de travailler à l'intérieur du Kumo. Ce travail à l'intérieur du Kumo peut prendre un petit peu de temps, dans lequel on peut tout simplement zoner ici ou voir descendre, parce qu'on voit qu'on a quand même pas mal de marge en restant dans le Kumo sans avoir de rupture, donc on pourrait très bien les retester ici et retester là si on le souhaite, ou même retester ici comme on a pu le dire, pour après repartir, accélérer. Néanmoins, on sait que la target que l'on a, c'est 31 800, 32 000, qui est une zone en même temps très importante, qui nous permettrait d'avoir une rupture pour aller retester les dessous de cette zone-là par la suite. Hein. D'accord, on est sur quelque chose de classique, ça ne change pas, on est toujours dans cette dynamique-là. D'ailleurs, dynamique où on va repasser rapidement en daily pour regarder, et vous allez voir que on a au niveau toujours de la moyenne mobile 50 et 200, on voit bien qu'on a eu ici ce golden cross qui a été effectué, et depuis on recommence à avoir un élargissement. Ça va prendre de toute façon dans tous les cas du temps avant d'avoir une compression pour pouvoir repartir à la hausse, donc on est plutôt dans quelque chose qui est somme toute bullish toujours, malgré ce qui est en train de se passer ici. Si on zoome rapidement, en une heure, pour moi, on est quand même dans quelque chose qui a pas forcément une très bonne tête. On est toujours dans une forme d'élargissement, et ce qui est très compliqué justement à voir, parce qu'on va chasser les tops et les bots en même temps, chose dans laquelle on va chercher quoi? De la liquidité. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Si on regarde l'extension de Fibonacci
sur justement cette impulsion baissière et ce retracement. On a une target de 1 qui se trouverait justement ici dans la zone tech de l'order block qu'on pourrait avoir avec de la liquidité sur le 786 à 27 100, qui est pour moi un premier arrêt à considérer. Si on va chasser beaucoup plus bas, on ira chasser potentiellement ici en dessous de cette liquidité là. Pour moi, en dessous de cette liquidité là, la finalité sera un retest ici du 2, donc c'est-à-dire la target 2 classique, qui correspond en même temps au 382 du mouvement total haussier qu'on a eu au niveau du BTC et qui correspond aussi au niveau du 25 200, donc le retracement de la R. Donc pour moi, ici, on a quand même une zone qui est très intéressante, hein, là et là, dans toutes ces zones-là. Pour moi, on pourrait avoir un travail du prix qui pourrait s'effectuer. Donc ici, premier retest, potentiellement, on repart, on va retester, hop, on reteste ici, on fait une belle accumulation et on repart haussier pour garder cette dynamique haussière si on n'est pas dans cette politique de retracement dont j'ai parlé tout à l'heure. On continue avec l'open flow. L'open flow, qu'est-ce qu'on voit? On voit principalement que ici on est toujours dans une forme de stabilisation et que l'on voit très très bien au niveau des top traders. On n'a pas de rupture, que ce soit haussière ou que ce soit baissière. Même on pourrait se dire qu'on a une forme de compression qui est en train de se faire, donc ça veut dire que le mouvement devrait pas tarder. On le voit bien qu'on a cette incertitude ici présente au niveau de la totalité des comptes. On a quelque chose qui est flat au niveau des CVT, donc rien d'anormal. On est sur quelque chose de classique. On est en train de préparer un mouvement, on le sait bien. Et on le voit même au niveau de la volatilité du BTC, on voit qu'on a une volatilité qui est en chute, donc ça veut dire qu'on est en train globalement de préparer quelque chose qui pourrait monter à la hausse, donc ça veut dire un mouvement fort, qui soit haussier ou baissier, structurellement. Donc là, c'est exactement ce que l'on va attendre. Au niveau du Nasdaq, très intéressant, clôture weekly qui a été relativement bullish, hein. On n'est pas allé chercher justement le plus haut qu'on attendrait, mais on est en train d'avoir vraiment une belle impulsion. Et si on regarde d'ailleurs rapidement Ichimoku, on voit qu'on est en train de travailler ici le Kumo, on est en train de rentrer, on est en train d'aller chercher, et on voit qu'on a une concordance au niveau ici de ce top là, et du haut du Kumo avec notre order block qui nous attend. Donc on pourrait avoir la formation d'un equal high avant d'avoir un retracement pour ensuite aller chasser. Ce serait quelque chose qui serait excessivement bullish sur long terme, beaucoup moins sur le court terme, mais qui nous donnerait justement une impulsion relativement forte. Si on regarde d'ailleurs en daily, hop, on se positionne en daily, on va regarder un petit peu notre Golden Cross qu'on a effectué, pour rappel, le 27 mars, hein, d'accord, donc on a quelque chose où on a une inversion de tendance très forte après justement la Death Cross qui s'est effectuée ici, sur le croisement, je rappelle, de la moyenne mobile exponentielle 20, 50 et 200, dans lequel nous avons un redépart haussier qui est en train de se mettre en place. Ce n'est pas parce que nous avons ce Golden Cross qu'on va faire tout de suite, ça n'empêche que ici nous avons un premier signe haussier qui est plutôt positif. Pour moi, vraiment, le signe haussier serait la rupture de ce break-off structure-là. Donc ça veut dire aller chasser les 13 700. On n'oublie pas que la macroéconomie est relativement compliquée, même si le marché est en train de pricer une mise en place d'un pivot anticipé de la Fed, ça n'empêche que la macroéconomie n'est pas forcément positive, donc il va falloir patienter. Les actions ne sont pas encore tirées d'affaire parce que il n'y a pas d'incentive à rentrer dans les actions, parce que forcément on a à côté les bonds, donc ça veut dire les bons au trésor américain, qui ont un taux de rentabilité qui sont entre 4 et 6%, enfin 4 et 5%, dans lequel il n'y a aucun intérêt d'aller rentrer sur des actions qui sont en moyenne à 6 et 8% de rentabilité, alors qu'elles sont beaucoup plus risquées. Donc le papier va être beaucoup plus important et privilégié par les différents investisseurs. Donc forcément il va falloir patienter qu'on ait une chute des taux d'intérêt, en tout cas sur le trésor américain, pour pouvoir avoir un retour des capitaux au niveau des actions, et c'est là où on retrouvera vraiment une forme d'accélération haussière. Si vous aimez mon contenu, likez, partagez la vidéo, ça aide énormément, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.